Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une dissociété de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, la revue libre. Tout d'abord, en Amérique, avec le développement de la politique anti-migratoire de Donald Trump, il semblerait que le partenariat entre les États-Unis et le Salvador de Nayib Bukele ait pris une nouvelle forme et se soit finalement concrétisé, après que le président salvadorien ait proposé à son homologue états-unien de pouvoir accueillir et de servir de pays tiers d'accueil et de transit pour, euh, pour certains migrants illégaux qui se trouveraient aux États-Unis. Il a notamment été envoyé au Salvador ce 16 mars, 238 membres du gang vénézuélien Tres de Aragua, qui sont arrivés au Salvador et expulsés au titre d'une législation de 1798 qui, je cite, est utilisée pour expulser les citoyens d'une nation ennemie. À voir comment ce partenariat se développera à l'avenir, si cela profitera au Salvador, qui a déjà géré, mais qui semble avoir jugulé sa crise de sécurité, et à voir ce que le Salvador tirera de ce partenariat, autre que, bien évidemment, des bonnes relations avec l'administration états-unienne pour peut-être les 4 années à venir. Toujours en rapport avec les États-Unis, à la suite d'un long appel de plus de 2 heures entre le président états-unien Donald Trump et russe Vladimir Poutine, ceux-ci ont, semble-t-il, convenu de certains accords, notamment la mise en place prochaine d'un cessez-le-feu au moins partiel en Ukraine, notamment contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes qui ne seraient plus ciblées durant 30 jours par les forces russes, et l'ouverture de négociations immédiates à partir de hier en Arabie Saoudite sur la question de l'Ukraine. À voir si cela se concrétisera, tout comme les précédentes tentatives de négociation, et si l'Ukraine y sera conviée ou si seuls les deux grands, Russie et États-Unis, devront discuter du sort du mineur. Plus au sud, mais toujours la guerre cette fois-ci, en Israël et en la bande de Gaza, à la suite de la demande de l'État israélien auprès du Hamas de libérer l'intégralité des otages israéliens encore aux mains du Hamas, et la non-exécution de cette demande par le Hamas, l'État israélien a replié ses frappes contre la bande de Gaza, rompant ainsi le cessez-le-feu qui avait cours entre les forces du Hamas et les forces israéliennes. Cette réaction n'a pas manqué de provoquer des réactions de la part du Hamas, dont l'un des responsables a dit, je cite, que cela condamnait les otages israéliens. Reste à voir ce qui est entendu par cela, soit qu'ils seront condamnés à mourir sous les frappes de leur propre gouvernement, ou bien s'ils seront exécutés par leur détenteur. Un peu plus au nord cette fois-ci, en Syrie, à la suite du renversement du gouvernement officiel de Bachar el-Assad, le nouveau gouvernement en place va, semble-t-il, bénéficier de fonds supplémentaires de la part de la Commission européenne menée par Ursula von der Leyen, qui a évoqué une augmentation de l'aide humanitaire en direction de la Syrie de 160 millions d'euros, faisant passer l'aide totale à destination du gouvernement de Damas à 2,5 milliards d'euros pour l'année 2025-2026. Il est estimé notamment par l'Union européenne qu'en Syrie, 16,5 millions de personnes sont dans un besoin d'aide humanitaire, avec environ 13 millions de personnes nécessitant une aide alimentaire. Cette
augmentation des fonds à destination de la Syrie peut probablement être vue comme, une volonté européenne d'aider à stabiliser la région et ainsi potentiellement limiter les flux migratoires en direction de l'Europe, mais également d'aider l'État à se reconstruire sur de nouvelles bases. À voir si cela va pouvoir perdurer, car je le rappelle, la guerre civile syrienne est toujours en cours, quand bien même Bachar el-Assad a fui. Il reste des forces rebelles, notamment dans le nord du pays, autour de la grande ville de Alep, seconde ville du pays. Plus au nord encore, en Turquie, le maire d'Istanbul et principale figure d'opposition en Turquie, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté ce jour même pour, je cite, aide au terrorisme, notamment avec des liens présumés avec le PKK, parti séparatiste kurde de mouvance marxiste, qui a, il y a quelques jours de cela, annoncé le dépôt des armes et le renoncement à la lutte armée contre le gouvernement turc. À l'occasion, son diplôme universitaire a été annulé, le disqualifiant de fait pour l'élection présidentielle turque de 2028, ce qui a suscité de vives réactions de la part de l'opposition, qui dénonce une manipulation politique et l'élimination d'un rival. En Serbie, cela fait maintenant plusieurs semaines que des manifestants se massent à Belgrade, la capitale. Tout a pris racine dans l'effondrement d'une rame de métro tout juste inaugurée, il y a de cela quelques mois, dans la capitale même. Cet effondrement soudain a fortement intrigué la population qui n'a pas été, semble-t-il, convaincue et satisfait des résultats des enquêtes officielles sur les raisons de l'accident. Des dénonciations de corruption ont commencé à fuser contre le gouvernement du président Vučić et depuis plusieurs jours maintenant, nous sommes passés à plusieurs centaines de milliers de manifestants dans la capitale serbe. Des manifestants qui dénoncent la corruption du gouvernement, son manque de transparence et réclament justement une plus grande ouverture et une confiance envers le peuple. Plus à l'ouest cette fois-ci, en Italie. L'Italie se porte, semble-t-il, plutôt bien, notamment du point de vue budgétaire et commercial. Notamment, elle est parvenue, à la fin de l'année 2024, à dégager un excédent budgétaire léger de 9,4 milliards d'euros. Elle est parvenue, sur l'année 2024, à réduire son déficit de 7,2% à 3,4%, avec une projection de 3% pour l'année 2025. De même, sa balance commerciale excédentaire, déjà, a, semble-t-il, réussi à s'améliorer, en passant de 34 milliards d'euros d'exportation en 2023 à 55 milliards d'euros d'exportation pour l'année 2024. Et ce, malgré une baisse globale des exportations due au ralentissement de l'économie allemande et la fermeture prochaine, ou du moins partielle, de l'économie états-unienne. Ça s'explique notamment par la diversification des partenaires et des pays d'exportation de l'Italie, surtout extra-européens. Son budget notamment lui permet d'envisager des baisses d'impôts, chose qui peut paraître curieuse en France, car on est toujours, on va dire, sur la corde raide. Mais en Italie, on pense à autre chose, notamment à baisser les impôts sur les sociétés de 24 à 20%, l'abaissement de certaines charges salariales et l'établissement d'aides à des familles et à l'incitation à la transition écologique. Giorgia Meloni affiche également comme objectif de réduire la part d'importation énergétique de l'Italie, ce qu'elle a déjà réussi à partiellement faire, en réduisant de 15 milliards d'euros les importations énergétiques sur l'année 2024.
et voulant passer à 65% de part d'énergie renouvelable dans l'électricité italienne, de lancer une nouvelle génération de centrales nucléaires pour 2027 et de réduire de moitié les importations énergétiques d'ici 2030. Ces bonnes performances euh, économiques et budgétaires qui caractérisent le gouvernement de Giorgia Meloni depuis que celle-ci est arrivée au pouvoir, renforcent la stature de Giorgia Meloni en tant que figure importante, si ce n'est majeure, de l'Europe actuellement. Là où le gouvernement français et la figure d'Emmanuel Macron est contestée à l'international, bien qu'il bénéficie d'un certain retour en grâce de par la situation actuelle tendue, du moins plus qu'avant encore, avec la Russie sur la question de l'Ukraine, eh bien Giorgia Meloni, elle, peut s'appuyer sur un bon bilan économique et une bonne gestion, quand bien même le pays n'est pas évidemment sans défi auxquels elle tente de faire face, notamment la problématique de la vieillesse et de la faible natalité dans le pays. Cela la place, a priori, comme la personnalité politique européenne la plus influente, peut-être à ce jour, là où le gouvernement allemand se cherche encore et où le gouvernement espagnol, lui, fait face à certaines contestations internes, bien que le pays affiche lui aussi de bonnes performances économiques. En France, cette fois-ci, en lien cependant avec l'Amérique, le Canada a multiplié depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, notamment depuis la passation de pouvoir entre Justin Trudeau, à la tête du Parti libéral, et Mac Carney, nouveau Premier ministre et chef du Parti libéral canadien, voit justement des ouvertures et des rapprochements diplomatiques effectués entre le Canada et ses partenaires européens, et plus particulièrement la France, et l'évocation de différents partenariats à venir, notamment dans le domaine commercial, de l'intelligence artificielle, de la sécurité, des ressources ou du secteur également énergétique. Du fait des relations tendues depuis quelque temps avec le voisin états-unien, le Canada et son gouvernement semblent vouloir s'en détacher et se diversifier. La présence et l'omniprésence même états-unienne au sein de l'économie canadienne semble dorénavant préoccuper le gouvernement, désormais que l'administration de Washington ne semble plus trop prompte à la souplesse avec son grand voisin. En France, la situation diplomatique avec l'Algérie semble toujours à un point relativement mort. En effet, les tensions entre les deux gouvernements semblent se poursuivre, avec Bruno Retailleau mettant dans la balance sa démission si le gouvernement ne tient pas une ligne dure aux, euh, face aux réponses, ou plutôt manque de réponse ou de coopération, face aux demandes françaises de la part du gouvernement algérien. Au sein du gouvernement actuel, Bruno Retailleau peut sembler bénéficier du soutien du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, mais semble patiner avec le soutien du président Emmanuel Macron, celui-ci voulant, semble-t-il, avoir une approche plus diplomatique et dans le dialogue, que certains n'ont pas manqué de souligner comme étant un acte de faiblesse, et en accusant celui-ci de se coucher devant l'Algérie, alors que la situation entre les deux pays est quelque peu tendue depuis le début de l'affaire des influenceurs algériens. En France franco-française cette fois-ci, suite aux déclarations du dit ministre de la Justice Gérald Darmanin, mais également de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas, faisant, je cite, faisant le lien entre la mort de Samuel Paty et la menace russe. La sœur de Samuel Paty, Michael Paty, a, je cite, déclaré: je suis stupéfaite d'entendre de la bouche de la porte-parole du gouvernement que le rôle de la Russie est engagé dans l'attentat contre mon frère Samuel Paty.
alors que rien durant l'enquête n'a permis de faire le moindre lien entre le terroriste Anzorov, réfugié en France, et la Russie. En effet, Gérald Darmanin, puis la porte-parole du gouvernement, ont tenté de faire un lien entre la menace actuelle que représenterait militairement la Russie au travers de la guerre en Ukraine et sa potentielle extension au reste de l'Europe, avec la mort tragique du professeur Samuel Paty, qui est mort justement sous les coups d'un réfugié tchétchène. Et pour conclure, une nouvelle mesure, ou du moins une ambition affichée de Gérald Darmanin vis-à-vis de la politique sécuritaire. 2 nouvelles prisons ultra sécurisées devraient ouvrir dans le courant de l'année pour isoler les 200 plus gros narcotrafiquants de France. Ceux-ci devraient y subir un régime sévère, un brouillage total des communications et les sites devraient être placés sous haute surveillance. Ce n'est pas trop nouveau, car la lutte contre les narcotrafics semble être devenue l'une des priorités du gouvernement actuel, notamment avec des déclarations conjointes de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. C'est sur ces mots que je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être présent avec nous. N'hésitez pas à venir assister aux autres émissions, à laisser un pouce en l'air et des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir. Dans la 10 société des 10 forêts contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, on dit solution. Être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.